Cette semaine au balado, la mondialisation autoritaire, la vérité sur les tombes présumées du pensionnat de Kamloops, toujours en suspens, et Jonathan Hamel vient nous parler de crypto-monnaie et du département pour l'efficacité gouvernementale aux États-Unis. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, une particularité cette semaine, puisque tu es à Paris en tournée Libre Média, mais également toi, tu vas te promener de média en média, pourrions-nous dire. Alors, parle-nous un peu de ta semaine Libre Média tournée parisienne. Oui, bien c'est ça. Écoute, je suis à Paris actuellement, puis on en profite forcément pour d'abord aller voir des médias amis aussi. Bon, Libre Média s'inscrit, fait partie d'une constellation de médias indépendants qui tentent de tirer leur épingle du jeu. On pense qu'évidemment, l'élection de Donald Trump récemment va nous aider, en fait, il faut le dire, va aider les médias indépendants à la liberté d'expression, la liberté de presse. Donc, en ce sens, l'élection de Trump, c'est très positif hein, du moins pour la liberté d'expression. Si vous êtes un migrant salvadorien ou en territoire américain, c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour vous. Mais donc, oui, on est un peu porté par une certaine vague. Donc, il y a un optimisme que j'ai pu constater même cette semaine déjà à Paris. Là, je suis arrivé mercredi matin et il y a un optimisme chez nos collègues des médias indépendants. C'est très stimulant. Donc, écoute, on a plusieurs projets en branle, mais écoute, je suis ici d'ailleurs aussi pour tourner des grandes entrevues. On va avoir 3 grandes entrevues à diffuser avant Noël avec des personnalités importantes. J'en nomme une seule d'entre elles, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, que nos auditeurs connaissent bien. Donc, Christian Rioux est revenu notamment, va revenir notamment sur l'élection de Donald Trump vue de France. Donc, ça va être très intéressant pour nos auditeurs qui s'intéressent, bon, évidemment, à ce monde en émergence. C'est drôle parce qu'on parle beaucoup, tu sais, on parle de réaction, comme si Trump est un réactionnaire. Hein. Il réagit, il veut rétablir l'ancien monde, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est devant un nouveau monde. Donc, ça dépend toujours des perceptions. Bref, c'est ça, une tournée médiatique. Tu sais, Francis, je vais à Paris au moins une fois par année depuis 10 ans. Maintenant. Donc, je suis très à l'aise. J'adore Paris, j'adore la France. Libre Média est un média francophile. On a des correspondants français, on a des contributeurs français. On est proche de la France et on a beaucoup d'auditeurs aussi sur YouTube. Sur YouTube, on a de nombreux Français. Donc, on aime nos cousins. On pense que nos cousins nous aiment aussi. Donc, je suis très heureux d'être ici. Puis, tout ça va être très bénéfique. Parle-nous un peu, là, tu viens de mentionner qu'il y a un vent de fraîcheur là, à Paris là, par rapport à l'élection de Trump. Et c'est surtout, est-ce que c'est lié, par exemple, à cette gauche autoritaire là, qu'on sent? C'est-à-dire, on sent que la gauche, qui, d'une certaine façon, depuis des années, avait le contrôle et avait un monopole sur le discours, aujourd'hui, elle est de plus en plus contestée et contestée sur la place publique, notamment sur des plateformes comme X. Tu penses, selon toi, que justement la venue de Donald Trump est est un signe qu'il va y avoir encore plus de liberté d'expression et donc plus de contestation, d'où la menace que cette gauche autoritaire ressent? Oui, peut-être. Effectivement, est-ce qu'il va y avoir plus de polarisation avec le retour de Trump? On peut se poser la question. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va calmer le jeu d'une certaine façon, qu'il lance déjà plusieurs avertissements à des opposants idéologiques. En France, par contre, même en France, je te dirais, il y a une gauche, la vieille gauche, hein, qui ne voit pas d'un mauvais œil Donald Trump, parce que notamment sur la question ukrainienne. Hein, aussi, il y a en France, évidemment, une méfiance envers le déploiement de la puissance américaine dans le monde. La France, qui, peut-être vit un peu au-dessus de ses moyens aussi en termes de... bon, D'endettement?
En termes d'influence, c'est peut-être qu'elle surestime un peu l'influence qu'elle a dans le monde, là, la France, mais bon, ça reste un grand pays, bon, une puissance nucléaire, et cetera. Mais il y a cette France qui tient à sa souveraineté malgré tout, malgré l'Union européenne qui, on le sait, bon, est fédérale, hein, finalement. Et donc, toute la gauche française n'est pas hostile à Donald Trump. Évidemment, les gens de gauche qu'on va entendre le plus sont dans les grands médias, donc les médias traditionnels, donc sur la gauche, effectivement, très, très, très woke, là, le wokisme à la française, qui est un produit hybride pas très intéressant, là, mais enfin, qui est une créature qu'il faut prendre en considération. Parce que le wokisme est très anglo-saxon, hein, finalement. Donc, bon, il se marie assez mal, je trouve, à l'esprit français, mais bref. Mais oui, pour te répondre, écoute, il y a une gauche, cette gauche-là, vraiment hostile, se prépare peut-être effectivement à réagir. Peut-être que ça va l'alimenter. Donc là, peut-être qu'on va aller vers un phénomène de polarisation qui va alimenter là, des craintes d'implosion un peu là, de la société. Non, je pense que moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'en tire là, cette semaine, qu'on est plutôt vers une accalmie, en fait, notamment géopolitique. Là. Forcément, si Donald Trump réussit à conclure, du moins, ou à interrompre la guerre en Ukraine, ça va évidemment apaiser beaucoup les relations internationales. Il y a un climat un peu là, il y a un climat de guerre, en fait. Là, on le sent sur les plateaux de télé. Là, il y a des gens ont été censurés par rapport à la question ukrainienne, etc., alors qu'ils étaient seulement journalistes et voulaient faire leur travail. Donc, je pense que, en tout cas, oui, qu'on va plus vers une accalmie, mais c'est possible, comme tu le dis, comme tu le suggères, qu'une certaine gauche interprète cette victoire-là comme finalement une déclaration de guerre. Donc, ça, c'est à surveiller, oui. Donc, on invite évidemment les partisans de cette gauche à peut-être, oui, tenir leur point et faire en sorte qu'ils puissent faire valoir leur point de vue, mais peut-être par des arguments. Donc, éventuellement, des nouveaux espaces de débat sont à souhaiter pour pouvoir dialoguer sur les différents points de tension qui animent les sociétés d'aujourd'hui. Donc, oui, peut-être polarisation, mais pourrions-nous, justement, grâce à ces plateformes, enrichir le débat public au lieu de toujours essayer de faire valoir son point de vue en diabolisant son ennemi idéologique? Mhm. C'est le projet de Musk. Je pense que Elon Musk va avoir cette honnêteté-là de continuer à avoir de fournir un espace aux deux camps sur X, malgré évidemment toute la. Il a pris parti de manière ostentatoire, finalement, durant la campagne. Il a gagné son pari, mais je pense que Musk est assez responsable aussi pour, c'est ça, continuer. Et c'est un peu, comment dire, c'est important que la droite ne traite pas la gauche comme la gauche la traite, hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas servir à la gauche la médecine qu'elle nous sert. On veut s'élever au-dessus, en fait, de cette attitude totalement hostile et Et guerrière, puéril, et même. etc. Et C'est un peu oui, enfantin, là. puéril et asocial et comment dire, c'est ça, le manichéenne. Donc, je pense que c'est important pour la droite, entre guillemets, là, pour ce que ça veut dire encore aujourd'hui, de ne pas faire à la gauche qu'elle fait à la droite pour montrer l'exemple et dire la liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Et la gauche doit continuer à pouvoir s'exprimer. Mm. Y compris Évidemment, les masculinistes, là, on a vu ce débat-là cette semaine. Tu t'es positionné sur X justement par un post. Là. Qu'est-ce que tu en as pensé comme ça là, à chaud? ouais, le masculin, les mâles alpha, ben d'abord, moi, je pense que quand on est un mâle alpha, on n'a pas besoin de le dire. D'abord, il faudrait aussi dire que les questions de alpha, bêta, gamma, delta, U, epsilon et tout ça, là, si on ne peut pas faire l'alphabet grec, c'est une théorie psychologique là, qui n'a pas nécessairement de fondement très solide là, en psychologie comportementale. C'est plus une façon de parler. En Là. biologie, je ne sais pas, l'anthropologie, ça n'existe pas. Chez les Oui, grands oui, oui. singes, il y a des mâles alpha. C'est ce que nous disait Didier Raoult, Ah, oui, oui, d'ailleurs, en exactement. entrevue. Il se considérait lui-même comme un mâle alpha. Mais il y a un réductionnisme biologique qui nous ramène à notre aspect primate, là, déjà là dans la terminologie. Là. Mais on est beaucoup là-dedans quand on les écoute. Ces mâles alpha, ils nous ramènent effectivement au biologique. Donc, souvent, c'est oui, mais c'est inscrit dans la nature qu'il y ait des individus, donc des individus mâles dominants.
Écoute, c'est peut-être vrai, mais moi, comme vous le savez, je suis pas en sciences naturelles, mais il reste que c'est une idéologie qui est nouvelle, là. De mettre en avant à ce point-là son caractère masculin est tant qu'à moi une réaction, c'est ça, comme je le disais sur X, peu raffinée au féminisme radical. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Je pense qu'il faut les renvoyer un peu de dos à dos. Et d'ailleurs, c'est très amusant de voir les féministes radicales qui sont interviewées dans les grands médias, les médias traditionnels, c'est-à-dire pour revenir sur ces mâles alpha, c'est-à-dire on les voit là, seulement à leur accoutrement. On a envie de leur dire, ouais, mais vous êtes la même gang, là, finalement. Là, c'est comme les communistes puis les fascistes en Italie. Il y a une synthèse dans tout ça. C'est-à-dire, il se renvoie la balle presque symétriquement. Mais évidemment, les seuls qu'on va pointer du doigt, ce sont ces mâles alpha et jamais les féministes radicales qui, par exemple, se vantent de ne pas être mère, de rejeter la maternité. Il y a des mères qui ont même écrit des livres pour dire qu'elles regrettaient d'avoir eu des enfants. Imaginez si les enfants lisent ces livres-là plus tard, l'impact. C'est même une mode littéraire, quoi. On a vu ça au Québec, là, donc tout ce récit victimaire. Euh, donc ça, tant qu'à moi, c'est un courant qui est mortifère, qui est malsain, qui est alimenté par une pulsion de mort. Mais évidemment, c'est ça. On va pointer du doigt seulement ces mâles alpha, évidemment, très reconnaissables, bon, sur les réseaux sociaux qui sont vraiment, disons, c'est des personnages colorés, finalement, d'une certaine façon. Donc, non, je pense qu'il faut l'analyser en renvoyant à dos, en tout cas, du moins en tenant compte d'un phénomène de polarisation là, entre le féminisme radical puis le mâle alphisme, comme j'ai dit sur X. Puis ça peut être un espace de liberté, c'est-à-dire que là, on a vu, il y a eu ce mouvement masculiniste là, et de l'autre côté, le féminisme radical, et qui sont les deux extrêmes du même débat. Est-ce que ça pourrait être intéressant de les mettre ensemble pour débattre et dialoguer justement, là, mettons, sur une scène ou quelque chose comme ça? Je suis sûr que ça ferait énormément de vues s'il y a quelqu'un qui serait capable de réunir tout ce beau monde-là et peut-être en mettant ensemble ces deux extrêmes-là et en faisant en sorte qu'ils soient éventuellement capables au moins de parler et d'échanger des paroles et des points de vue, peut-être qu'on gagnerait et ça enlèverait cette peur-là qu'on a au Québec du débat là, qui vraiment asphyxie un peu l'ensemble de l'espace social. Oui, Et ce serait médiatique. intéressant. Au lieu de mettre, de lancer finalement un mâle alpha dans la fosse aux lions, là, aux lionnes, au Québec, comme on l'a vu un peu, tout le monde en parle. Bon, je dois avouer que j'ai pas eu le temps, ni l'intérêt, en fait, sur le coup, là, je dois l'avouer, de regarder cette séquence-là. Ça fait longtemps que je regarde plus Tout le monde en parle de manière régulière. Là. On peut C'était penser que c'est lassant. assez facile à imaginer. Ouais, ben, c'est la forme inquisitoriale, bon, c'est toujours un peu la même chose, là. Mais j'ai regardé la séquence parce que, bon, ça fait beaucoup réagir et je trouve qu'on a manqué une bonne occasion de faire de la pédagogie, là. C'est-à-dire, effectivement, il faut une formule. D'abord, ça prend un peu de hauteur, là. Les intervenants, bon, il y avait Francis, Dupuis, Derry, c'est ça, l'anarchiste d'UQAM, bon, qui lui est censé avoir un peu de hauteur sur les choses parce qu'il est professeur d'université, mais on n'est pas toujours convaincu de ça, là. Mais d'abord, ça prend un peu d'auteur intellectuel pour analyser les choses et ça prend un autre format. C'est-à-dire un autre format d'émission, effectivement, un format d'abord plus égalitaire, là, où on donne la parole à des gens en considérant que ce sont quand même des êtres humains qui ont quand même le droit de parole. Et ensuite, ben, on peut s'employer au fil de la conversation à déconstruire certains arguments, mais par l'échange et par une démonstration qui relève effectivement d'arguments là, et non seulement d'une diabolisation, genre un dîner de con. Ce type-là, il fait pas partie de la gang. Finalement, il n'y a pas l'odeur de la meute, comme dirait Michel Maffesoli. Euh, donc, bref, Donc, une élever le débat. occasion manquée, encore une fois, de la part de nos médias traditionnels. Un article à lire sur Libre Média sous ta plume, Jérôme, La mondialisation autoritaire, où tu fais une recension d'un ouvrage là, que tu as lu du journaliste Ludovic Grayling, si je le prononce correctement, où il décortique le projet de mondialisation forcée d'une élite sans doute bien malheureuse de la réélection de Donald Trump. Oui, un livre très intéressant publié aux éditions de l'Artilleur, publié récemment. C'est un éditeur indépendant en France qui décortique effectivement le projet de mondialisation forcée d'une certaine élite, de certains établissements auquel appartient notamment Emmanuel Macron, George Soros, Karl Schwab.
Donc, des noms, évidemment, qui ont été associés beaucoup à ce qu'on appelle le Great Reset, là, dans la grande réinitialisation à laquelle on Le aurait World assisté. Economic Forum, le Forum économique mondial également. Exactement. Et des gens aussi qui ont gravité autour du Club de Rome, donc un club, un think tank très influent là, qui est parvenu à orienter les discussions sur la croissance démographique, les ressources naturelles, l'environnement. Donc, l'auteur attribue au Club de Rome beaucoup le climat anxiogène autour de la crise climatique. Donc, je trouve que c'est un livre intéressant parce que c'est ça, l'auteur est allé chercher, d'abord, il s'est penché sur les textes, les allocutions des discours. Il a écouté et lu beaucoup de discours de dirigeants. L'auteur présente finalement les fondements idéologiques de cette mondialisation forcée qui est très paradoxale parce que euh, on parle beaucoup de mondialisation libérale, mais on s'aperçoit que cette mondialisation est très peu libérale et finalement illibérale. Donc, c'est un peu le paradoxe que je relève dans la recension. C'est-à-dire que le libéralisme, normalement, c'est un courant qui rend les gens libres, pour le dire simplement, et non le contraire. Mais là, on s'aperçoit qu'on est devant, d'abord, c'est ça, une mondialisation forcée, donc une libéralisation forcée dont le but, c'est pas de faire profiter de ce courant-là aux populations concernées, hein, selon, disons, une logique plus horizontale, donc, mais plutôt d'imposer par le haut, verticalement, un courant de pensée. Donc, il s'agit en gros d'être on est libre, mais toujours à l'intérieur du cadre établi par cette élite-là. Donc, c'est vraiment le paradoxe central de ce projet-là. Donc, comment un libéralisme, en fait, peut devenir illibéral? On l'a vu durant beaucoup la pandémie, hein, aussi. Donc, ce sont des élites prétendument libérales qui ont enfermé, finalement, des millions de personnes. En fait, moi, la conclusion que je tire de ça, c'est qu'on n'est plus vraiment devant un libéralisme, là. On est devant un libéralisme autoritaire, mais vous comprenez que c'est une contradiction. Le libéralisme ne peut pas être autoritaire, mais on assiste de temps à autre dans l'histoire à toutes sortes de synthèses, hein, finalement, de drôles d'amalgames et des courants de pensée qu'on n'aurait pas cru voir émerger. Donc, il relève ce paradoxe-là. Et il dénonce aussi, l'ouvrage prend la forme aussi d'une sorte de manifeste, en fait, contre cette mondialisation forcée qui abolit des frontières pour en créer de nouvelles. Là aussi, ça, c'est une autre contradiction qui relève. Par exemple, vous abolissez des frontières nationales, c'est-à-dire les gens entrent dans vos pays comme ils le veulent à peu près, mais vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous. Donc ça, c'est un truc auquel tu t'intéresses, Francis. Tu as souvent parlé. Hein, quand il n'y a plus de Le frontières, déplacement. généralement, les gens veulent en créer d'autres. C'est que les frontières sont obligatoires et donc il y a nécessairement un déplacement. C'est comme le religieux, s'il n'est pas vécu dans la religion, va se vivre ailleurs. Donc, de la même manière, s'il n'y a pas de frontières disons, nationales, il va en avoir à d'autres endroits, par exemple, on peut penser, par exemple, sur le marché du travail. Le dernier bastion des frontières canadiennes, ce sont les ordres professionnels qui qui mettent des bâtons dans les roues à l'intégration par le métier. Donc, c'est toute une question de déplacement. Donc, c'est un peu mon analyse là, que je Ouais, reviens. c'est ça. Ludovic Grilling, l'auteur, te rejoint en ce sens. Et il parle beaucoup de l'Union européenne, hein, qui est pour lui vraiment le laboratoire par excellence de cette mondialisation forcée, là. Pour lui, l'Union européenne, c'est c'est ça, le terrain d'expérimentation de ces politiques qui homogénéisent les sociétés, les économies des États membres au profit d'une gouvernance centralisée, au profit d'une société qui est très aseptisée et c'est ça, le projet vise finalement à planir les différences. Mais ça, c'est un autre paradoxe. Il y en a beaucoup, là. C'est-à-dire, là, vous prônez le multiculturalisme, la diversité culturelle, mais finalement, vous êtes en train d'homogénéiser les économies des États membres. Tu sais, c'est à la fois prôner la diversité, mais en aplanissant finalement toutes les dernières distinctions entre les États souverains. Donc, on peut penser, est-ce qu'on est encore une fois vraiment dans la diversité? C'est-à-dire, il y avait aussi dans les États souverains une diversité culturelle. Si les Français sont de plus en plus allemands et les Allemands sont de plus en plus français, vous êtes devant, une richesse culturelle qui est perdue. Donc, plus les peuples, finalement,
Enfin, on peut en discuter parce qu'il y a aussi un mouvement naturel, le métissage, puis le mélange, etc., l'interconnexion est naturelle et profite aussi aux économies des pays qui participent au libre-échange, etc. Mais c'est un autre des paradoxes, c'est-à-dire est-ce que les élites libérales prônent véritablement la diversité si elles veulent une gouvernance centralisée et potentiellement un gouvernement mondial? Donc, on n'est pas dans une écologie culturelle ici, on est plutôt dans un rouleau compresseur, un libéralisme qui ne respecte pas les mœurs, les coutumes, etc., qui ne respectent pas le rythme aussi des sociétés. C'est-à-dire qu'on veut toujours forcer et accélérer la marche, évidemment, de ce libéralisme, encore une fois, de ce libéralisme illibéral. Donc, écoutez, je vous invite, j'invite tout simplement nos auditeurs à se procurer l'ouvrage. Je ne vais pas parler à la place de l'auteur, mais c'est un bon livre qui est très clair, qui n'est pas non plus trop lourd, qui n'assomme pas quelqu'un qui voudrait pas non plus avoir une leçon trop professoral sur 300 pages, quand même peut se procurer cet ouvrage-là qui va lui donner des clés, en fait, de compréhension pour comprendre ce qui est en train de se passer là, en Occident. D'où vient cette volonté de forcer les choses? Je m'explique. Bon, tu l'as mentionné, la mondialisation, ce n'est pas le World Economic Forum, par exemple. C'est pas non plus l'ONU qui crée la mondialisation. La mondialisation, elle se fait de toute façon. Elle va se faire de toute façon. On ne peut pas empêcher les êtres humains de se parler. On ne peut pas empêcher les cultures de dialoguer. On ne peut pas empêcher les mariages entre différents backgrounds de se faire. Qu'est-ce qui fait en sorte que tous ces organismes, supranationaux essaient de baliser, essaient de contrôler un peu le mouvement naturel de la vie? C'est par souci de contrôle, c'est par peur justement de cette mondialisation-là. On peut voir ça des deux sens. Est-ce que les grandes entreprises comme l'ONU et le World Economic Forum, leur volonté de contrôler ce processus de mondialisation naturelle, est-ce que c'est pas justement une peur du nouveau monde qui pourrait émerger et une volonté de contrôle et pas de l'asphyxier, mais de le maîtriser le plus possible pour empêcher que ça brasse trop les choses, finalement? Ça se peut, effectivement. C'est peut-être qu'ils craignent un peu le chaos, là, pour le dire simplement, parce qu'évidemment, il y a dans cette mondialisation des éléments, on a peut-être l'impression de perdre un peu le contrôle, effectivement. Donc, on veut essayer de se rattraper là, en mettant de nouvelles balises autour de cette mondialisation qui est un peu chaotique, peut-être un peu anarchique aussi. Une espèce de jungle mondiale qu'il s'agit un peu de Cultiver domestiquer. comme le jardin, c'est toujours ça, le C'est jardin ça, ou un la peu le jungle. jardin Là. français. Là, Mhm. on veut pas trop de mauvaises herbes dans tout ça. Donc, on essaie de se faire le jardinier un peu activiste. Enfin, mais c'est drôle parce que l'auteur emploie beaucoup de métaphores agricoles d'ailleurs. Là, j'ai peut-être un background dans ce monde-là. Mais on sent, enfin, lui, ce qui relève Grilling, c'est beaucoup une impatience de ces élites-là. Elles sont impatientes et elles ont beaucoup recours au sentiment d'urgence. Évidemment, il faut sauver la planète. Donc, s'il y a ça. Donc, c'est toujours quand même au nom de l'urgence climatique qu'on va s'activer qu'on va se dépêcher. Donc, il y a toujours une urgence, une urgence. Il faut sauver la planète. Donc, ça justifie des mesures radicales. Mais Mais ils sont conservateurs, c'est justement leur but, c'est de sauver la planète, c'est-à-dire la maintenir telle qu'elle est. Mais si la planète, en ce moment, avec l'être humain qui est dessus, est en train de bouillonner, là, est en train de se déployer. Finalement, ils se présentent comme étant les progressistes, mais ce sont les conservateurs de notre temps, sont ces représentants des élites libérales là, qui se présentent un peu et dont Emmanuel Macron est une des figures. ils veulent sauver la planète, mais ils ne veulent pas sauver les traditions des peuples, des peuples enracinés. Peut-être ils veulent sauver les traditions des autres peuples chez nous, mais pas les nôtres. Donc, c'est des conservateurs, peut-être sur le plan écologique, oui, mais pas sur le plan culturel. Donc, mais sur le plan écologique, c'est sûr, être écologiste, c'est forcément être conservateur sur le plan environnemental. Ça, c'est sûr. Euh, mais, euh, Mais si mais, on mais- revient à l'indigénisme ou justement le décolonialisme qui essaie de retrouver, oui, à la préservation des cultures, mais à la préservation des cultures
pré-chrétiennes ou pré-occidentales. Celles-là, oui, on veut les préserver. Donc, il y a une espèce d'archéologisme culturel donc c'est on pourrait dire un méga ultra sur les conservatisme sur les stéroïdes, là, puisqu'on veut conserver quelque chose qui, pour la plupart, a disparu. Oui, ben c'est ce qu'on appelle J'émets les des traditions hypothèses. réinventées. Ça reste, c'est un conservatisme assez New Age, là. On n'est pas exactement. Mais effectivement, les traditions occidentales, ça, on n'en veut plus parce qu'on le sait, bon, elles ont été décrétées comme étant patriarcales, arriérées, etc. Contrairement, bon, à l'islam, qui, elle, serait une religion tout à fait progressiste, là. Bon, mais oui, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on est dans le fantasme. Quand même, vous voulez réanimer des paganismes, bon, il y a un esprit du temps qui serait un peu païen, mais en vérité, ce sont des nouvelles formes, là. On réinvente, on reconstruit un paganisme selon des fantasmes à la mode, là. C'est-à-dire, c'est un paganisme des réseaux sociaux, là. Tu sais, on n'est pas du tout non plus dans dans les genres en les Romains, là, tu sais, en Europe. Donc, c'est très. On est vraiment dans le fantasme, un peu comme quand les nazis, et puis là, les gens vont dire: Ah, ça, c'est un parallèle audacieux. Ouais, on aime ça des fois. Les nazis avaient cette prétention-là de réanimer les cultes germaniques pré-chrétiens et regarder ce que ça a donné. En même temps, ils ont mélangé ça avec du prométhéisme, une révolution L'hindouisme aussi, industrielle. avec la svastika, c'est un symbole hindou là, au départ. Exactement. Donc, les hindous européens. Donc, on est beaucoup quand même dans le fantasme. Euh, mais c'est ça. Un parallèle intéressant aussi, c'est celui de la science-fiction. Je ne sais pas si tu connais un peu ta science-fiction, tes styles littéraires de science-fiction, mais il y a toujours la différence entre, d'un côté, l'utopisme de 1984, où est-ce que là, c'est le contrôle social, la volonté de tout contrôler, d'une part, qui a donné des œuvres, justement, comme 1984, ou toutes ces utopies là, de contrôle. Lucy, il y a plein de films qui se sont faits. Et de l'autre côté, vous avez le cyberpunk qu'on appelle, qui est lui très comme The Ghost in the Shell, par exemple. Je ne sais pas si tu connais un peu ces films-là ou ces bandes dessinées-là. Beaucoup très manga. Akira, je sais pas si Akira, c'est assez connu. C'est le cyberpunk, c'est justement cette vision d'un futur ultra, justement, futuriste au niveau technologique, mais où la volonté de contrôle a complètement failli, et là, on est dans le monde anarchique. Là. Et donc, là, c'est véritablement un autre mode. Donc, c'est les deux projections futuristes. D'un côté, le contrôle total avec aucune liberté, et de l'autre, l'anarchie totale, mais ultra sophistiquée au niveau technologique. Donc, on peut voir un peu ces deux projections s'incarner aujourd'hui dans les différents mouvements idéologiques, là, justement, de contrôle versus liberté totale. Là. Et j'imagine que les réseaux sociaux accentuent un peu cette polarisation entre les fans de la liberté totale, avec la crypto-monnaie aussi qui s'insère là-dedans, versus le contrôle total avec les anciens États, la Justin Trudeau, qui essaient de maintenir leur monopole par les banques centrales et compagnie. Oui, donc il y aurait deux pôles finalement, hein, c'est intéressant. Ça va être, disons, à suivre. Oui, à suivre, absolument. Oui. À suivre, et dont toi, tu vas pouvoir voir la dynamique française actuellement, puisque tu es, Jérôme, à Paris en ce moment. Et on peut quand même te lire sur Libre Média, dans cette recension que tu as faite du journaliste Ludovic Grayling, un article intitulé « La mondialisation autoritaire », à lire sur Libre Média au libre-media.com. Francis a publié cette semaine un article très important intitulé « Pensionnat de Kamloops, la vérité toujours en suspens ». Tu as pu rencontrer récemment l'historien Jacques Rouillard qui se penche de près depuis un certain temps, à ce que je comprends, sur la question des pensionnats, et ça a été une rencontre assez déterminante. Hein. Oui, Jean Crouillard, c'est un historien à la retraite du département d'histoire de l'Université de Montréal. J'ai eu l'occasion de le rencontrer sur place à l'Université de Montréal. Pour pouvoir parler justement de cette question très, très touchée, très complexe, des tombes présumées qui auraient été retrouvées à Kamloops. On s'en rappelle, en fin mai 2021, il y a plusieurs leaders autochtones, pas tous, parce que c'est une réalité extrêmement complexe là, de toutes les nations autochtones au Canada, mais surtout dans l'Ouest canadien, qui ont fait état d'une éventuelle découverte de 215 tombes qui étaient non identifiées, qui se trouvaient près d'un pensionnat
pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. Alors ça avait vraiment fait une onde de choc dans le monde canadien et on peut se dire que c'était vraiment une bonne chose que les gens réagissent comme ça parce que c'est quelque chose qui aurait été, si ça avait été le cas, éprouvé vraiment un drame. Mais et on a vu Justin Trudeau se recueillir, aller sur place et tout ça. Mais là, la question, c'était comment s'est fait ces recherches. Et là, il y a plusieurs méthodologies qui ont été entreprises pour faire justement cette recherche et qui auraient éventuellement découvert des tombes. Mais finalement, ça n'a jamais été prouvé. Donc, c'est comme si cette nouvelle-là avait frappé l'imaginaire, avait frappé même la communauté internationale, les nouvelles internationales qui avaient pu s'y pencher. Et là, on se rend compte plusieurs années plus tard, là, on est quand même en 2024. Là, 3 ans et demi plus tard, oui. là, on se rend compte que il n'y a pas eu de trouvailles de corps encore. Donc, est-ce que ça a été démenti? Il faut faire la vérité. Donc là, il y a quelque chose qui se dessine, là, et justement, c'est sur cette question que j'ai pu m'entretenir avec cet historien-là, parce qu'il y a énormément de conséquences politiques pour la réconciliation. On le sait, il y a eu des grandes commissions nationales de vérité et réconciliation parce que qu'est-ce qu'on s'était dit comme pays au Canada? On s'était dit qu'on ne peut, oui, la réconciliation, on veut se réconcilier comme peuple, là, mais on doit le faire dans la vérité. Donc là, la question, c'est pouvons-nous véritablement faire la vérité sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, si on n'est pas en mesure de s'appuyer sur les faits? Et là, il y a quelque chose justement d'un peu nébuleux là, dans cette question des tombes à cet endroit-là en particulier, là, à Kamloops. Parce que dans le fond, bon, tu l'as dit, on n'a jamais trouvé, enfin, on n'a jamais entrepris les excavations. On n'a jamais vu les preuves, en fait. Donc, s'ils l'ont trouvé, ils peuvent nous donner les preuves. Là. C'est ça qui permettrait de confirmer la présence de ces 215 cas. Donc, ça a beaucoup de conséquences dans le sens où, effectivement, comme nous dit Rouillard dans l'article, c'est que tout le récit, effectivement, une partie du récit de la réconciliation est basée sur ce pseudo-fait, là. Donc, lui nous dit, c'est bien beau la réconciliation, mais encore faut-il qu'elle soit basée sur des faits parce que si on s'aperçoit en fait que tout ça est faux, enfin que ces éléments-là sont faux, ben, ça va ébranler la confiance aussi du public envers les institutions canadiennes et ces communautés autochtones qui finalement peut-être se servent un peu de cette fake news pour obtenir du financement, etc. Donc, c'est quand même extrêmement grave, là. Oui, puis si on met ça aussi dans le contexte, parce que dans ce cas-là, l'Église catholique, elle est impliquée. Pourquoi elle est impliquée? Parce qu'à l'époque, le gouvernement canadien avait demandé aux communautés religieuses de prendre en charge ces écoles. Donc là, l'Église avait participer et acquiescer aux demandes du gouvernement colonial à l'époque, véritablement au sens strict du terme, d'utiliser et d'établir ces écoles-là dans le but de faire ce qu'on appelait à l'époque d'européaniser les Autochtones. Donc, il y avait véritablement une volonté d'effacer l'Indien dans l'Indien. Donc là, il faut se rappeler d'où l'on vient, là, et ça, c'était une injustice. Et l'Église a participé à ce que même le pape François avait appelé un génocide culturel, donc lorsqu'il était venu au Canada. Donc là, il y a tout un imbroglio parce que il y a d'un côté le gouvernement canadien qui essaie de se déculpabiliser en culpabilisant l'Église de ça, mais c'était le gouvernement canadien qui était à la source de ces pensionnats autochtones et de cette idéologie derrière là, d'effacer l'Indien dans l'Indien. Comment se réconcilier, comment faire la vérité, tout est là parce que il y a une injustice. Donc, et quand il y a une injustice, il y a des victimes. Et quand il y a des victimes, il y a des blessés. Et quand on est blessé, on ne peut pas forcer quelqu'un à pardonner. Donc, comment vivre cela comme société canadienne, entre guillemets, comment faire le discernement nécessaire pour voir les bonnes expériences, parce que moi, personnellement, j'ai rencontré des Autochtones qui ont vécu dans des pensionnats et qui en gardent un bon souvenir.
Et beaucoup d'Autochtones aujourd'hui sont catholiques. Ils sont croyants et ils sont engagés. Ça, on oublie souvent. Donc, oui, ce n'est pas en accusant l'Église que vous, sincèrement, vous prenez le côté des Autochtones. Au contraire, souvent, c'est l'inverse. Il faut user de discernement et il faut, je dirais, contextualiser et se rappeler toujours que ces pensionnats autochtones-là venaient du pouvoir colonial et venaient d'un gouvernement centralisé. Et selon moi, la grande culpabilité de l'Église, c'est d'avoir fait confiance au gouvernement fédéral d'une manière un peu naïve, d'avoir collaboré comme ça sans véritablement faire de discernement. Mais le système des pensionnats au Canada a été une réalité qui était à géométrie variable selon les cultures. Au Canada français, ça a été beaucoup moins pire que dans le Canada anglais parce que nous-mêmes, nous étions beaucoup moins favorable à la collaboration avec le gouvernement fédéral qui était lui-même colonisateur. Donc, les Canadiens français, d'une certaine façon, étaient colonisés comme l'étaient les Autochtones. Donc, on avait... Il y a plus de métissage aussi. Oui, c'est ça. On avait une plus grande proximité avec les Autochtones au Canada français que ça a été le cas là, dans la culture anglaise. Ça, c'est clair et net. Et nous étions tous les deux décolonisés. Donc, on se rejoignait dans cet état d'infériorité. Donc, il n'y avait pas cette d'une manière aussi marquée. Donc, il y a beaucoup plus de contact chez les Français que chez les Anglais. Et donc, comment bien faire ce discernement-là, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais ce que l'article publié justement sur Libra-Média intitulé Pensionnat de Kamloops, la vérité toujours en suspens, c'est justement la nécessité de revenir aux sources de cette commission Vérité-Réconciliation, c'est-à-dire réconciliation, mais dans la vérité. Et s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps. Et ça ne fera pas en sorte que les pensionnats autochtones n'auraient pas été un drame. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut, dans la vérité, faire le vrai pour justement s'occuper de la situation telle qu'elle s'est présentée pour vrai. Tout à fait. Donc, on invite les gens à lire cet article qui est très important, un sujet délicat, mais qui mérite toute notre attention, d'autant plus qu'une loi, quand même, enfin un projet de loi, entend criminaliser ce qu'on appelle le négationnisme, ce qu'une députée néo-démocrate appelle le négationnisme entourant les pensionnats. Donc, Léa Gazan veut interdire le déni de tout ce qui entoure les pensionnats, mais on est devant carrément une fake news, je le rappelle, en tout cas du moins jusqu'à temps qu'on tombe sur des découvertes concrètes, mais on n'est pas encore là du tout. Donc, Jacques Couillard nous dit que ce genre de projet de loi-là compromettrait la liberté académique, son travail d'historien même en tant que tel. Oui, parce que l'historien doit se baser sur des faits. Donc, Jacques Couillard serait le premier à écrire un livre sur ce qui se passait dans les pensionnats autochtones et de qui étaient ces 215 personnes, qui étaient ces 215 enfants, pourquoi ont-ils vécu, pourquoi sont-ils morts, pourquoi ont été... On veut le savoir. Donc, pourquoi cacher la vérité? S'il y en a, on veut le savoir. Nous allons documenter, nous allons nous souvenir de ces personnes-là. Très bien. Donc, Jérôme, tu poursuis ton séjour en France, à Paris. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous annoncer d'avance, là? Parce que tu vas être environ une semaine sur place, n'est-ce pas? Mais comme je le disais d'entrée de jeu, on va avoir des grandes entrevues pour vous. Moi, j'ai déjà et je vais participer à quelques émissions que que je diffuse sur mes réseaux sociaux. Mais c'est ça, continuez à nous suivre sur Libra-Média, sur notre site et sur notre chaîne YouTube parce que notre contenu continue évidemment à tourner. Il n'y a pas d'interruption de Libra-Média parce que je suis à Paris. Donc, continuez à consulter tous nos contenus. Et cette semaine a été publiée aussi la conférence que nous avions réalisée avec Jean-François Caron, le professeur Caron qui avait fait le voyage du Kazakhstan. Elle est maintenant disponible pour tout le monde gratuitement sur la chaîne YouTube de Libra-Média et également un avant-goût de ce que vous pourriez éventuellement vivre en vous présentant à la conférence qui s'en vient les 12 et 15 décembre prochains, qui aura une double conférence qui aura lieu avec les mêmes invités à Montréal et à Québec. Toutes les informations sont à trouver sur le site de Libra-Média au libre-media.com. La liberté d'expression subit une attaque sans précédent.
Au Royaume-Uni, des internautes ont été arrêtés pour de simples retweets. En France, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté dans des circonstances encore floues. Au Brésil, X a été suspendu. Des démocrates américains rêvent de bannir ce qu'ils appellent la désinformation. Le Canada n'échappe pas à cette vague de censure. Libre Média se tient debout. Libre Média est le seul média indépendant au Québec à offrir des analyses, mais aussi du contenu journalistique montrant l'envers du décor. C'est vrai, nous avons connu un départ canon, mais nous avons encore besoin de vous. Il en va de notre durabilité. La liberté d'expression n'est pas gratuite. Elle exige des sacrifices, il faut investir en elle. Abonnez-vous, faites un don et rejoignez notre communauté. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Et dans cette deuxième partie du podcast de cette semaine, nous avons la joie d'être en compagnie de Jonathan Hamel, investisseur, analyste et gestionnaire montréalais. Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Jonathan, on est réunis pour parler de ce qui est sur toutes les lèvres et tous les médias du monde entier presque. C'est cette élection de Donald Trump, mais j'aimerais parler plus précisément de ce nouveau bureau pour l'efficacité gouvernementale dont la création a été annoncée et dont la direction a été confiée à Elon Musk et Vivek Ramaswamy. D'abord, Jonathan Hamel, pouvez-vous nous présenter peut-être les deux personnages? Elon Musk, on le connaît. Vivek Ramaswamy est peut-être un peu moins. Qui sont ces deux personnages et pourquoi, selon vous, ont-ils été sélectionnés par le futur président Donald Trump? Ben oui, écoute, venant d'un libertarien de l'école de Ron Paul, comme moi-même, je veux dire, c'est une période assez intéressante qu'on vit présentement de voir, premièrement, qu'Elon Musk, le personnage qu'on connaît bien, qui est le fondateur le président de Tesla et aussi de SpaceX, la société spatiale privée qui est la seule maintenant à faire le transport d'astronautes vers la station spatiale orbitale internationale. Et là, vous résumez, parce qu'on a aussi Starlink, on a The Boring Company, on a maintenant le propriétaire de X et tout ça, c'est vraiment un homme à tout faire. Exactement. En fait, c'est là que je m'en allais. Fait que depuis, je pense qu'il a fait de l'acquisition de X. On a vu quand même une profonde transformation dans les personnalités publiques de Elon Musk. On peut dire dans les termes qu'il a été red pill, c'est-à-dire qu'il a vraiment, adopté le discours de la nouvelle droite, soit ce que j'appelle la nouvelle droite là, dans un contexte plus nord-américain, parce que je sais qu'en France, c'est différent, là. Disons, une espèce de conservatisme libertarianisme basé vraiment sur la liberté d'expression, le libre marché, et bref, plutôt les valeurs fondamentales des pères fondateurs américains, et a fait de profonds changements sur la plateforme X, Twitter, précédemment connu sous le nom de Twitter, qui a délié beaucoup de discours qui étaient plutôt cachés ou shadow ban, comme on dit avant. Donc, au grand regret d'une certaine frange de progressistes là, de la gauche qui avant avait le contrôle de tous ces leviers-là sur les plateformes majeures, disons. Donc ça a été quand même un événement phare des 2 dernières années qui, je pense, a tissé la voie là, pour l'élection qu'on a vécue dans les derniers jours. Dans le cas de Vivek Ramaswamy, c'est un homme d'affaires, c'est un investisseur qui a fait fortune dans le domaine de pharmaceutique avec des petites sociétés qui ont été par la suite acquises. Je pense que le début de quarantaine ou fin trentaine, là, c'est un jeune, je pense que ses parents lui, il est né aux États-Unis, mais ses parents sont indiens. De mémoire, et il était candidat à la primaire des présidentielles républicaines, s'est rallié à Donald Trump vers la fin, et lui a écrit un livre qui s'appelle Woke Inc., donc qui expose que souvent a été couvert par Libre Média, là, toute la dérive woke, dans un contexte corporatif des grandes corporations plus américaines, disons, là. Donc, un livre qui l'a amené plus sur la scène, disons, politique. Et par la suite, on l'a connu. Et c'est un gars qui est assez, disons, pas dire radical, mais assez direct sur un libertarien aussi, là.
de l'école de Ron Paul qui veut littéralement abolir des départements complets du gouvernement américain, dont le département de l'éducation fédérale qui a en réalité pas lieu d'être, là. Donc, ça présente un peu les deux personnages. Et bon, ils vont être à la tête de ce nouveau département pour, en anglais, Department of Government Efficiency, pour l'efficacité gouvernementale, qui a désormais son Twitter, son handle, là, comme on dit en anglais, là, son compte X, qu'on peut trouver au A commercial DOGE, Doge. Alors, parlez-nous un peu là, quelle sera cette mission et peut-être le contexte où est-ce que ça apparaît? Pourquoi était-ce nécessaire d'avoir un département de l'efficacité gouvernementale? Ben, écoute, c'est au-delà de... On connaît pas encore je dirais, les termes et le mandat clair de cette nouvelle organisation-là, mais je pense que juste que le discours ait lieu, l'idée que le discours soit maintenant, je dirais, normalisé, que une société avancée, en fait, qui est la plus grande superpuissance et la première économie mondiale, doit couper drastiquement dans son administration publique. Je pense que c'est un discours largement positif qui va, disons, ruisseler sur l'Occident. Donc, le fait que ce discours-là, parce que, bon, ce genre de discours avant d'éliminer des pans complets de l'administration. Trump a aussi parlé beaucoup d'inflation. Il a parlé, pas beaucoup parlé de déficit et de dette, malheureusement, là, mais il a beaucoup parlé d'inflation. Trump a aussi, on peut en parler peut-être un peu plus tard, Trump a adopté une certaine ligne très, très favorable pour des actifs comme Bitcoin. Tu sais, avant, c'était des discours qui étaient relativement niches, pour les libertariens, ce qu'on appelle les gold bugs, les fans d'or, etc. Donc, de voir que c'est repris par des leaders, par des gens qui ont été littéralement élus, qui ont la présidence maintenant des États-Unis et les deux chambres de gouvernement aussi, là. Donc, c'est extrêmement puissant que ces gens-là aient maintenant un mandat pour alléger la bureaucratie américaine. Comme je dis encore qu'on ne connaît pas totalement les termes, mais si on connaît un peu la feuille de route de Elon Musk, on a vu ce qu'il a fait justement avec Twitter. En rentrant chez Twitter, je pense qu'il a licencié à peu près les 2/3 des gens en faisant un simple audit de ce qu'il faisait, ce qu'il livrait, disons, comme code là, sur une base hebdomadaire. On parle de gens techniques, là. Donc, il y avait beaucoup de gens qui jouaient au ping-pong chez Twitter à la semaine longue, disons. Donc, il y a un lien, selon vous, entre l'inflation, parce que vous l'avez mentionné, c'est surtout lié à l'inflation, cette volonté de faire des coupures. Il y a des liens directs entre l'inflation et les dépenses gouvernementales, selon vous, Jonathan Hamel? Ben, c'est le lien qui a été fait très habilement et en fait qui était compris, disons, par une certaine frange avant, là, disons, plutôt limitée. Ça n'a jamais vraiment été dans le discours public politique, disons. Ça a été ramené, bon, au Canada, on a entendu beaucoup Pierre Poilievre qui en parle tout le temps. Il dit, en fait, l'inflation, c'est le coût du gouvernement. C'est le coût d'un gros gouvernement parce que l'inflation, c'est un phénomène monétaire qui prend source dans justement l'impression de monnaie. Proverbialement parlant, là, évidemment, la plupart de la monnaie maintenant est numérique, là. Donc, il y a vraiment un discours... disons, très centré sur les dépenses et les déficits et la dette gouvernementale qui, ultimement, donne lieu à l'inflation qu'on a vu, disons, démarrer en trombe dans les dernières années dû aux dépenses et aux excès de dépenses publiques en lien avec la pandémie, là. On voit, par exemple, a été annoncé la visite du président Milei aux États-Unis pour rencontrer éventuellement Elon Musk et peut-être Trump lui-même la semaine prochaine. Et on voit dans les statistiques d'inflation en Argentine qui était à 25,5% en décembre 2023 et qui est maintenant à 2,7% en octobre 2024. Donc, c'est vraiment une réduction impressionnante, là. Donc, on connaît les politiques qui ont été mises sur pied par Milei. Est-ce qu'on peut s'attendre un peu à la même chose? Aux États-Unis, on n'a pas ce taux dramatique d'inflation de 25,5%, heureusement. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un impact aussi bénéfique pour l'économie américaine avec des coupes majeures que Elon Musk et Vivek Ramaswamy proposeraient au gouvernement éventuellement? Ben, voyez, on parle d'un déficit annuel structurel de, je pense, près de 2 trillions, 2 billions en français. Là, c'est à peu près, c'est quoi, c'est entre 10 et 20% c'est structurel du PIB américain, ce qui est énorme, là. Donc ça, c'est quand même non soutenable.
Donc, même si c'est pas l'Argentine, techniquement parlant, c'est quand même un portrait qui est très, très inquiétant. Puis des pays comme le Canada et la France aussi sont dans la même situation, là. On parle quand même que les obligations sociales d'ici peut-être une décennie, les gouvernements seraient plus capables de rencontrer les obligations sociales en fonction de disons, cette progression anticipée-là. Donc, de voir un rapprochement, d'ailleurs, Milei a déjà, tant Elon Musk que Donald Trump ont déjà rencontré Milei à plusieurs occasions, là. Et je pense qu'il pourrait y avoir justement peut-être des conseils qui sont donnés ou en fait, je pense que ce qu'on a vu souvent quand il y a eu des promesses d'une certaine droite de couper, c'est qu'il manquait vraiment de courage et de détermination dans l'application de ces coupes-là. Et aussi, je pense d'avoir des gens qui, fondamentalement, savent que la bureaucratie gouvernementale est inefficiente. Donc, ne pas penser que juste des fois remplacer une organisation par des gens dans qui on a confiance va changer la donne. C'est vraiment la prémisse que toute organisation gouvernementale, fondamentalement, est inefficiente et coûteuse. Donc, en partant de ce principe-là, je pense que Elon Musk et Vivek Ramaswamy partagent directement avec Milei. Ça, je pense que c'est déjà un très, très bon début. On voit, par exemple, et on peut suivre en temps réel sur X les différentes intentions de ces deux acteurs que sont Vivek et Elon Musk. Et par exemple, on a vu récemment Elon Musk retweeter un journaliste commentateur américain, Mario Nawfal, qui parlait d'une certaine façon des 6,75 trillions de dollars de gaspillage gouvernemental. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir des memes qui vont sortir avec ça parce que oui, il y en a. Par exemple, et là, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je me fie au tweet reposté par Elon Musk. On parle de 1,3 milliard envoyés à des personnes déjà mortes, 171 millions envoyés pour du salaire aux prisonniers, des mauvaises dépenses de Medicare, et là on fait la liste et la liste et la liste, et là justement Elon Musk de commenter ce tweet en disant que la magnitude ou la grandeur du gaspillage gouvernemental est véritablement hors, on peut même pas s'imaginer à quel point c'est gros. Donc selon vous, là, on va assister justement à une espèce de bras de fer entre le fonctionnariat et tout ce qui tourne autour de cet argent qui est soi-disant gaspillé et ces deux personnages-là qui vont d'une certaine façon être un peu le bouclier. On le sait, faire des coupures, c'est toujours politiquement très impopulaire, souvent très politiquement impopulaire. Selon vous, est-ce que ça va être Elon Musk et Vivek qui vont un peu être au-devant et prendre la chaleur à ce niveau-là, selon vous? Ben, en fait, c'est ça. Comme je disais précédemment, c'est toujours l'idée de est-ce que les gens vont avoir un mandat suffisamment, disons, élargi pour faire les coupes nécessaires. Je pense qu'on parle quand même de gens qui sont indépendants aussi. C'est pas des gens qui vont être accrochés à, disons, à un poste ou à un salaire gouvernemental. Là. C'est des gens qui sont quand même milliardaires, plusieurs fois milliardaires dans le cas d'Elon Musk et plusieurs fois, des dizaines de fois millionnaires dans le cas de Ramaswamy. Donc, c'est des gens qui sont indépendants, qui font ça purement par... si on voit que c'est des patriotes qui citent souvent les pères fondateurs. Donc, il y a un retour à l'esprit plutôt révolutionnaire américain que moi, je pense qui est extrêmement bénéfique parce que c'est des valeurs, je pense, qui sont fondamentales à la liberté dans l'Occident en général. Et l'aspect intéressant dans ce que vous avez mentionné, Francis, c'est surtout l'aspect plutôt mémétique et, disons, ludique de la chose où Elon Musk, en fait, qui est maintenant incroyable là, sur je sais pas où il trouve le temps d'être à la fois sur X, gérer deux sociétés et être dans le top 20 mondial à Diablo 4. Là. Donc, c'est quand même quelque chose. Mais il a promis d'exposer le tout sur X, tel un genre de téléroman, si tu veux, un genre de show de télé-réalité. Donc, toute cette transparence-là est vraiment intéressante. Et je pense qu'à partir du moment qu'il y a un nombre suffisant de gens qui réalisent ce qu'on a dit en ouverture, la prémisse que les bureaux gouvernementaux sont profondément inefficients et que l'argent va dans le gouvernement en très grande majorité pour mourir. Là. Et c'est largement le cas, qu'on parle du Québec, du Canada ou de la France, c'est encore plus vrai qu'aux États-Unis. Donc moi, je pense que c'est un changement qui est assez drastique et bienvenu dans l'Occident. Là. Et même qu'on peut voir sur le compte X de ce nouveau département pour l'efficacité gouvernementale, on fait déjà on essaie de recruter et on fait des demandes d'embauche pour créer ces gens-là, mais c'est bien spécifié, par
exemple, dans un tweet publié cette semaine-là, que nous n'avons pas besoin de générateurs d'idées à temps partiel. Nous avons besoin de vraiment des gens avec des quotients intellectuels extrêmement élevés qui sont prêts à travailler plus de 80 heures semaine pour trouver et c'est dans cette industrie qui ne sera pas glamour de couper des milliers de postes, là. Donc, on peut voir... Déjà, près d'un million de Exactement. de Donc, on peut voir que des CV... Et selon vous, justement, ces gens extrêmement brillants qui vont vouloir s'investir avec ces deux chevaliers de la coupe gouvernementale, et selon vous, est-ce qu'ils vont procéder aussi à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'appareil gouvernemental américain, selon vous? Justement, c'est drôle. Les offices gouvernementaux sont toujours présents dans ces conférences et dans le discours de l'intelligence artificielle, mais jamais ce n'est mentionné comme une espèce d'avenue, disons, pour réduire la bureaucratie et l'ampleur de la taille de l'État, dans un certain sens. Donc, absolument, je pense qu'Elon Musk tente d'intégrer cette technologie-là dans plusieurs des volets de notamment Tesla, mais aussi maintenant, il y a un volet qui s'appelle Grok là, sur X, qui est un peu le chat GPT version X. Donc, il y a un paquet d'outils, je pense, qui pourraient aider le gouvernement. Puis dans un contexte américain, il faut comprendre, Francis et vos auditeurs, que il y a beaucoup de responsabilités qui sont entièrement dans la juridiction des États et non du fédéral. Donc, sur cette prémisse plutôt constitutionnelle, je pense qu'il pourrait justifier beaucoup d'énormes coupes, dont l'abolition, je parlais précédemment, du département de l'éducation, qui n'a pas lieu d'être au niveau fédéral, comme c'est le cas, par exemple, au Canada avec le ministère de la Santé fédéral, qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être aussi. Donc, c'est vraiment, ça prend juste le courage politique de faire ces changements-là et dire, oui, ça va mener à la perte de peut-être milliers d'emplois, mais ce n'est pas dans le rôle du gouvernement fédéral d'avoir un département comme ça. Au moins couper dans les dédoublements administratifs, ça devrait être une première étape, bien sûr. On peut comprendre aussi, par exemple, toute cette question de l'intelligence artificielle, il y a déjà des contrats gouvernementaux qui sont donnés. Je pense que Grok, vous avez mentionné celui-là, ça va être un peu difficile pour Elon Musk de l'impliquer dans le gouvernement parce que là, il va avoir conflit d'intérêts peut-être un peu trop évident. Est-ce que vous pensez que ça va être les entreprises privées qui vont finalement devenir un peu les bras du gouvernement? Est-ce qu'il va y avoir une privatisation, entre guillemets, par les grandes compagnies comme Google, mais on peut penser à des plus petits là, qui ont déjà des contrats gouvernementaux. On peut penser à Palantir, par exemple, qui est une compagnie qui, justement, essaie de d'intégrer l'ensemble d'une entreprise pour lui faire prendre les meilleures décisions possibles. Est-ce qu'on peut penser à ça? Pour prendre cet exemple-là de Palantir, ils font déjà des contrats avec le gouvernement américain par l'entremise de l'industrie militaire. Est-ce qu'on peut penser que ce genre de nouvelles technologies-là va pouvoir faire son entrée dans la gestion gouvernementale américaine dans les prochaines années? Oui, le gouvernement fédéral, je pense, il y a plusieurs déjà contracteurs énormes. Puis je pense qu'on a senti un peu, même dans le cas de plusieurs gros propriétaires, de gros acteurs de la scène technologique, ils ont senti le vent tourner assez rapidement en faveur de l'administration Trump. D'ailleurs, c'est pas étranger au fait que Jeff Bezos a un peu passé le mot pour éviter que le Washington Post endosse, si on veut, la candidature de Kamala Harris, sachant que ça s'en allait directement dans le mur, là. Donc, on a vu aussi Michael Bloomberg, le média et la plateforme du même nom, dès le lendemain, dire que c'était une victoire sans équivoque de Donald Trump et qu'il se ralliait. Donc, il y a quand même, je pense, au niveau corporatif des grandes corporations américaines, quand l'élection est terminée, on passe quand même rapidement à tenter de collaborer. Ouais, exactement. Le lobbying dans un contexte américain, c'est très présent, là. Oui. Donc, il n'y a pas de gêne à ce niveau-là, là. Juste avoir les nouveaux nominés là, à des postes clés, on sent que c'est vraiment une nouvelle école qui arrive. Et souvent, c'est des gens qui sont aussi très jeunes. Je sais pas quel âge vous avez, mais c'est en général notre génération, là, jeune quarantaine, fin trentaine, dans le cas, par exemple, de Tulsi Gabbard, Matt Gaetz, Vivek, tous ces gens-là sont assez jeunes, là, donc c'est vraiment une nouvelle génération, puis une nouvelle, je pense, une nouvelle idéologie qui arrive à la Maison-Blanche et au gouvernement. C'est très intéressant. Parallèlement et là c'est un peu une blague de ma part, mais parallèlement à cette création du Bureau pour l'efficacité gouvernementale, dont l'acronyme fait DOGE en anglais, DOGE, c'est aussi
entre guillemets, ce qu'on appelle un meme coin, c'est-à-dire qui fait partie de ces multitudes de crypto-monnaies et qui a été, d'une certaine façon, popularisé par Elon Musk lui-même. Et là, bon, pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça? Là? Qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie-là? En quoi la crypto-monnaie bénéficie en particulier de cette élection de Donald Trump? Donald Trump a fait un virage assez drastique parce que son administration là, de 2016 à 2020 a été, disons, pas très favorable à cette classe d'actifs-là. Puis je parle plus de Bitcoin. Les autres monnaies crypto-monnaies alternatives m'intéressent peu, là. Donc, c'est le sujet central, je pense, c'est Bitcoin. Il y a eu des poursuites à l'époque du département de la justice, etc. Donc, c'était à peu près la même chose que l'administration actuelle de Biden. Et ça aurait été probablement la prolongation de cette politique-là avec une présidente Harris. Alors que là, Trump, comme je disais, à partir de peut-être, je pense, printemps 2024, même fin de l'année 2023, commençait à s'entourer. Tu sais, je pense que les frères Winklevoss qui sont à la tête de, je pense que c'est Gemini, tout ça. Donc, il y a des gens là, très Elon Musk en partie aussi, ont commencé à influencer Trump sur ce sujet-là. Et Trump est devenu favorable à Bitcoin principalement en disant que dans un contexte où cette monnaie-là, cet actif-là va peut-être dominer ou du moins rester très présent dans l'économie, les États-Unis doivent être un leader. Et je pense que c'est une très bonne stratégie, alors qu'on voyait l'Asie, disons, plus être le leader dans ce domaine-là. Donc, il y a plus, disons, il a participé à la plus grosse conférence Bitcoin cet été. Il est allé aussi, rappelle-toi, au Parti libertarien aux États-Unis à la conférence où il a été même nominé en partie. D'ailleurs, il y a beaucoup de libertariens et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes plus de Bitcoin et de la crypto en général qui ont embarqué dans ce discours-là grâce à ce virage. Et donc, en résumé, l'administration Trump 2.0 ne nuira pas, disons, à cette nouvelle classe d'actifs-là. Puis il y a même des discussions, comme il avait parlé de ça lors de la conférence Bitcoin cet été, que les États-Unis devaient avoir même une réserve stratégique de Bitcoin, c'est-à-dire, et de la manière que ça pourrait fonctionner, c'est juste de garder et ne pas vendre les Bitcoins qui sont souvent saisis, soit par le FBI ou le département de la justice. Là, il y a quand même souvent là, des saisies qui sont faites dans le cadre de, mettons, de trafic de drogue, etc., des activités illicites. Donc, juste de ne pas vendre et de garder ces Bitcoins-là à des fins stratégiques, comme, disons, la Réserve fédérale a de l'or dans ses coffres. Là. Oui, comme par exemple certaines entreprises, dont Tesla, que je crois qu'il y a un bon patrimoine de Bitcoin accumulé, je crois pour 1 milliard. Je pense qu'ils ont près d'1 milliard. Il y a aussi, en fait, je pense que l'exemple typique dans ce volet-là, c'est MicroStrategy, qui était une compagnie de services technologiques un peu banale à l'origine, mais qui s'est mis à accumuler des Bitcoins depuis, disons, 2-3 ans maintenant, je crois. Ils ont maintenant plusieurs milliards en Bitcoin. La capitalisation maintenant, c'est décuplé, là. Donc, c'est assez impressionnant. Ils sont capables même d'émettre. En fait, il a un peu trouvé, disons, les codes de tricherie disons, de l'économie fiat en émettant de la dette pour acheter des bitcoins. Les bitcoins se sont appréciés et non seulement aussi la dette de la compagnie s'est appréciée aussi, ce qui lui aura permis de générer de l'équité pour ensuite acheter plus de bitcoins qui se sont aussi appréciés. Donc, c'est une espèce de réaction en chaîne. Un cercle vertueux. Une tempête parfaite, disons, pour les actionnaires de MicroStrategy. Parlez-nous, je vous reviens sur votre opinion que vous avez parce que vous êtes un expert et vraiment un investisseur spécialisé dans le Bitcoin, mais comme vous avez mentionné aussi que c'est celui qui vous intéresse, mais parlez-nous aussi de cette question du Dogecoin ou de ce qu'on appelle les shitcoins ou les meme coins. En quoi sont-ils? Ils tournent autour. Ils ont par exemple, le Dogecoin est à l'inverse du Bitcoin. Le Bitcoin, il va y avoir une limite et donc il ne peut pas y avoir il y aura un jour où il n'y aura plus d'émission de Bitcoin, ce qui favorise la prise de valeur de cet actif-là. Tandis que, par exemple, un Dogecoin qui ne fait que de se répandre et en émettre à l'infini. Donc, il y a d'une certaine façon une difficulté à prendre de la valeur. Mais parlez-nous un peu de cet environnement-là. Et on a parlé d'Elon Musk qui avait à travers Tesla énormément de Bitcoin, mais il semble favoriser ce Dogecoin-là. Il en fait des memes, il a même le département porte son nom, ce qui a fait d'une certaine façon
une prise de valeur assez impressionnante. Là. Je pense qu'on pense à 50% de valeur. Là, on parle de, c'est en dessous de, c'est même pas des penny stocks comme on dit. Là. On parle de 50 cents, ça part de 30 cents et tout ça. Mais il y a quand même une prise de valeur. Il y a comme un FOMO, il y a un momentum autour de ça. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que toutes ces coins qui gravitent autour et pourquoi, selon vous, Elon Musk, bien que possédant des bitcoins, semble s'intéresser en particulier à celui-là du Dogecoin? Ouais, en fait, c'est un peu, je pense, le clash, là. Elon Musk, je pense qu'il y avait ce chien-là. C'était presque une blague. C'est presque une ouais, blague. Ça a commencé comme une blague. Il a mené, s'est mis à il a reculé un peu sur son espèce, disons, d'endossement de cette crypto-monnaie-là, qui a vraiment démarré comme une blague en passant. Là. Oui. Je pense que Doge, à l'époque, c'est un fork, donc c'est un embranchement c'est-à-dire, ils ont pris le projet de Litecoin, il a été copié et littéralement changé le logo, si on veut, là, à quelques paramètres près. Mais vous l'avez bien résumé dans le sens où la proposition de valeur principale de Bitcoin, premièrement, c'est la réelle décentralisation du projet. De la technologie et de sa gouvernance qui est extrêmement difficile à changer et par conséquence de son supply, de sa quantité qui est non seulement limitée dans le temps, mais dont la cédule d'émission est totalement connue et transparente. Là. Donc ça, d'ailleurs, c'est totalement en opposition, non seulement avec Dogecoin, mais avec des monnaies beaucoup plus grosses comme Ethereum, qui est difficile à auditer, qui a passé dans un mode aussi il y a une émission qui est beaucoup plus, disons, souple que Bitcoin. Donc, la proposition de valeur de Bitcoin, puis évidemment que quand la valeur de Bitcoin monte, toutes ces monnaies alternatives-là, par la bande, montent aussi, parce que ces monnaies-là sont dénominées en Bitcoin lorsqu'ils sont échangés sur les marchés, disons, numériques. Là. Il n'y a pas vraiment de vrai marché de Dogecoin argent canadien, Dogecoin euro. Oui, il y a peut-être sur certains échanges une petite liquidité, mais en général, ces monnaies-là sont échangées en Bitcoin. Donc, l'utilité principale des monnaies alternatives, c'est de faire plus de Bitcoin pour leurs émetteurs ou leurs détenteurs. Donc, est-ce que les gens peuvent les transiger et faire des profits? Mais largement, dans l'histoire, ça a été démontré parce qu'il y a eu plusieurs vagues de monnaies alternatives. Il y en a eu en 2014, il y en a eu en 2016, 2017, 2020 aussi, tout de suite après la pandémie. Toutes ces monnaies-là, dans le temps, elles se dévaluent par rapport à Bitcoin, comme ça a été le cas parce que c'est un peu un phénomène monétaire. Comme l'argent s'est dévalué par rapport à l'or sur une période de 3000 ans. Alors, à l'époque de la Grèce antique, l'argent se transigeait à 2 onces pour 1 once d'or. Maintenant, c'est près de 100 pour 1, je pense. Faudrait que je vérifie, là. Mais à peu près 100 pour 1 le ratio. Donc, c'est un concept monétaire où un peu comme la plus grosse planète attire dans son giron, disons, tous les capitaux, telle une planète qui attire dans sa gravité, disons. Là. Et dans le cas de Bitcoin, c'est de loin la monnaie la plus solide. Je pense pas que ça va être détrôné. Même si certaines petites monnaies peuvent faire des gains plus intéressants à court terme, à long terme, ça a toujours été plus payant de rester dans Bitcoin. Ouais, on pense justement le Dogecoin, 10 000 nouvelles pièces sont minées chaque minute. Donc, on voit qu'il y a toujours une propension vers le bas là, qui est dans le temps. Un bon exemple, regardez le Ethereum, l'Ether, dénominé en Bitcoin. Je pense que ça descend. C'est un graphique descendant depuis même plusieurs années maintenant. Là. On est à même si le prix de l'Ether a monté nominalement en dollars américains ou dans votre devise, ça l'a diminué en termes dénominé en Bitcoin. En tout cas, c'est quelque chose à suivre parce que quand même, pour ce qui est du Dogecoin en particulier, qui est ce n'est pas une recommandation d'achat et c'est quelque chose d'un actif qui est plus une blague que d'autres choses, il y a quand même quelque chose d'assez amusant de voir que que Elon Musk, qui est disons, un des nouveaux boss de ce département de l'efficacité gouvernementale, prend le logo, met ça sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, ça aussi, ça va être une histoire à suivre, peut-être comme un téléroman, une blague qui continue. Et ce chien, en fait, existait avant le Dogecoin et c'était vraiment un meme. Je pense qu'à l'origine, c'était sur 4chan, là, que c'était, et ça a donné naissance à Dogecoin, je pense, dans la première vague de monnaie alternative au début 2010, là.
ish. Là. En tout cas, ce sera quelque chose à suivre. Ouais, et on va pouvoir s'entretenir avec vous, Jonathan Hamel, dans les prochains mois, nous l'espérons, pour pouvoir essayer de débroussailler un peu ce portrait parce que c'est très complexe, mais ça va prendre de plus en plus d'importance, nous pouvons l'imaginer, à cause de justement l'endossement que fait l'administration Trump de cet environnement monétaire qui est les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin. Alors, Jonathan Hamel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.